Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la troisième webconférence de cette année que nous vous proposons dans le cadre d'Allo et Mato. Alors, un petit mot rapide pour nos amis du monde entier qui nous suivent, puisque, comme précisé sur Internet, sur les réseaux sociaux, cette webconférence, vous avez la possibilité de la suivre dans la langue de votre choix, donc willkommen, welcome, j'en sais pas plus. Donc, bienvenue. Vous avez pour cette webconférence 2 espaces à votre disposition, un espace chat et un espace questions-réponses. Et c'est Nassima qui vous accompagnera sur ces 2 espaces. L'espace chat, c'est pour papoter entre vous. Alors, si vous écrivez des mots gentils, ben volontiers, des mots méchants, ben tant pis, on pourra les lire. Vous pouvez soumettre sur l'espace questions-réponses vos questions et ensuite nous les poserons à l'issue de la webconférence. Je vous rappelle donc le thème de cette webconférence, comprendre la recherche clinique avec l'éminent professeur Kiladjian qui nous fait l'honneur d'être là. Il est hématologue à l'hôpital Saint-Louis et c'est le, avec un grand L et un grand E, spécialiste des NMP. Donc, après la nutrition et le sport, on vous entraîne dans les coulisses de la médecine. L'objectif que doit relever le professeur Kiladian, eh bien, c'est de nous faire comprendre ce qu'est la recherche clinique. C'est un sacré défi quand on connaît la disparité et le niveau de culture scientifique moyen en France. Perso, moi, je trouve que ce mot recherche est quand même très, très optimiste, il incarne l'optimisme parce que si on veut rechercher, c'est que l'on sait qu'un jour on va trouver. Donc on écoute le professeur Kiladian et je parie qu'après ça, on sera incollable sur la recherche clinique, même avec un bac littéraire et qu'un jour, il trouvera la potion magique qui fera de nous, d'anciens patients. Bonsoir, merci beaucoup Karine pour cette gentille introduction. Merci à l'association d'avoir préparé cette série de conférences et en particulier Karine et Nassima qui ont préparé les belles diapositives qu'on va voir maintenant. Donc, je vais essayer d'être clair pour vous faire comprendre un peu quels sont les mécanismes de la recherche clinique et comment on construit ces essais, pourquoi et comment ils sont contrôlés, ce qui est également très important. Voici donc ce dont on va parler ce soir. Qu'est-ce que la recherche clinique? À quoi ça sert? Quel est le parcours d'un médicament ou d'un traitement? Qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique? Quelles sont ses différentes phases? Comment on peut participer? Quel est, une fois qu'on participe à un essai clinique, le parcours d'une personne qui y participe? Le rôle des associations, on sera en plein dedans, hein, et puis on fera un petit point sur le règlement, l'accès à des médicaments suivant un accès dérogatoire et la position de la France en Europe et dans le monde. Donc, si on commence tout de suite par qu'est-ce que la recherche clinique? Donc, ça recouvre l'ensemble des études qui sont organisées et pratiquées sur la personne humaine, sur l'être humain, en vue du développement des connaissances biologiques et médicales. Et ça, c'est pas fait à la tête du client, si j'ose dire, mais c'est régi clairement par la loi et notamment par le Code de santé publique ainsi que les codes de bonne pratique clinique. Évidemment, on a besoin de cette recherche. Vous le savez bien, en tant que patient, pour certains d'entre vous, c'est qu'on n'arrive pas à guérir toutes les maladies, qu'on veut toujours essayer d'améliorer nos traitements, d'avoir plus d'efficacité, moins de toxicité. Et pour ça, on est obligé de passer par ces phases de recherche pour d'abord tester l'efficacité, la tolérance des médicaments et ensuite démontrer leur intérêt dans une maladie donnée. Alors la recherche, ça peut concerner plein de domaines, comme par exemple la prévention ou le diagnostic des maladies, mais aussi les matériels, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux qu'on utilise pour les soins ou en chirurgie, comme les prothèses, etc. Et aussi des outils de recueil, d'interprétation de données de patients. Donc ça recouvre tout cet ensemble, ça peut en tout cas concerner toute cette catégorie de recherche sur la diapo suivante. Donc, à quoi ça sert? Donc, tout à gauche, on veut d'abord mieux comprendre les mécanismes biologiques d'une maladie, le fonctionnement d'un médicament qu'on vient de trouver ou de découvrir, qu'on essaye de développer, l'activité des cellules, comment elles fonctionnent,
quand il y a des mutations, quel est l'impact de ces mutations, qu'est-ce qu'elles entraînent quant à ces cellules. Alors ça se chevauche un petit peu, cette partie-là, avec la recherche qu'on appelle recherche fondamentale, où là, on ne va pas faire d'études chez l'être humain, mais des études en laboratoire, in vitro ou dans des modèles animaux. Donc, ces deux recherches se complètent et se nourrissent, notamment pour mieux comprendre les mécanismes qui aboutissent aux maladies et donc mieux essayer de fabriquer de nouveaux outils thérapeutiques. Au milieu, on a cherché pour mieux détecter, c'est tout ce qui sert également à la recherche pour les outils de diagnostic. L'identification des biomarqueurs, c'est quelque chose de très important maintenant, c'est-à-dire on appelle biomarqueurs des tests biologiques qui vont nous apporter une information quant à la maladie. Par exemple, la mutation JAK2 dans les NMP, ça peut être un biomarqueur, c'est-à-dire qu'on va la mesurer et si on la voit diminuer ou augmenter, ça va nous donner une indication de ce que devient la maladie. Donc, c'est un moyen indirect, un reflet indirect de l'évolution de la maladie ou de l'efficacité d'un traitement. Donc, on a besoin de ces biomarqueurs, évidemment, pour mesurer l'effet d'un médicament avant d'aller, par exemple, faire une biopsie de moelle osseuse tous les 3 jours pour voir ce qui se passe. Et bien, si on a un test qui permet de savoir un peu d'anticiper ça, c'est fondamental. Et ces biomarqueurs, ben, on les valide souvent au cours d'études cliniques. Le séquençage du génome, la détection des mutations, etc. Tout ça peut se faire dans le cadre d'une recherche clinique. Et puis enfin, à droite, on veut évidemment au final, pour les médecins, mieux soigner. Donc, c'est toute la recherche qui s'est développée ces dernières années qu'on appelle les traitements, la médecine de précision ou la médecine personnalisée. C'est quoi ça? C'est juste que quand tout à gauche, on a réussi à mieux comprendre le mécanisme d'une maladie et de dire, tiens, la cellule malade, elle n'est pas pareille que la cellule normale parce qu'elle a telle anomalie. Et si j'ai un médicament qui arrive à cibler l'anomalie en question, eh ben, elle va être efficace que sur la cellule malade, mais n'aura pas d'effet sur la cellule normale. Et donc, normalement, par rapport à de la chimiothérapie, par exemple, qui a sauvé, évidemment, et qui sauve encore des millions de vies, mais c'est un traitement qui n'a aucune spécificité, qui tue toutes les cellules, grosso modo, hein. Elle va tuer plus les cellules qui se multiplient rapidement, comme les cellules cancéreuses, d'où son efficacité. Ici, c'est très différent. On développe des traitements qui ne doivent toucher normalement que les cellules anormales et laisser les cellules normales tranquilles. Et donc, théoriquement, ce sont des traitements qui ont beaucoup moins de toxicité et une plus grande efficacité. Et puis, au-delà des médicaments eux-mêmes, on peut aussi rechercher de nouvelles façons de traiter, des combinaisons de traitements, etc., ou améliorer la qualité de vie des patients. C'est ce qui a été fait, par exemple, dans certains lymphomes, comme la maladie de Hodgkin, dont vous avez entendu parler l'année dernière, par exemple, dans les autres précédentes conférences. C'est-à-dire qu'on arrivait à soigner les patients très bien, mais au prix de toxicité importante, et on arrivait à des taux de guérison très, très élevés. Ben, la suite, à ce moment-là, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle une désescalade et donc de faire des essais en essayant d'alléger le traitement pour garder la même efficacité tout en diminuant la toxicité et améliorer la qualité de vie des patients. Donc tout ça peut rentrer dans le cadre d'une recherche clinique. Alors, ça, c'est pour un petit schéma pour vous montrer la durée de vie, en gros, d'un médicament et comment ça se passe. Tout à gauche, vous avez ce qu'on appelle les études de recherche et développement qui sont faites en général par les laboratoires pharmaceutiques où ils recherchent des molécules nouvelles ou des mécanismes nouveaux. Une fois qu'ils ont quelque chose de nouveau, ils déposent un brevet et puis à partir de là, ils ont une quinzaine d'années pour développer leur truc. Alors, vous voyez que on passe de cette phase de recherche et la dépôt d'un brevet à faire des premiers essais qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire sur des cellules ou dans des modèles animaux, pour voir déjà si le traitement est efficace, s'il a des toxicités rédhibitoires, etc. Puis, une fois que cette phase-là est validée, on passe aux essais cliniques chez l'être humain. Et tout ça, ça prend déjà, à partir du moment où on a trouvé une molécule, entre 8 et 10 ans pour arriver à l'essai clinique dit de phase 3 qui va permettre d'obtenir la fameuse autorisation de mise sur le marché ou AMM. Et vous voyez que cette évaluation et autorisation, même ce processus-là, prend 1 à 3 ans avant que le prix soit fixé
et le remboursement soit fixé par, en France, par exemple, la Haute Autorité de Santé, donc qui permet d'avoir une idée du remboursement. Et donc ça prend encore entre 1 et 3 ans. Et donc, une fois que le médicament est sur le marché, il y a environ 10 ans avant qu'il devienne, que le brevet tombe et qu'il soit génériqué. Donc, pour un laboratoire pharmaceutique, vous voyez que c'est un investissement très lourd, très long, pour une phase de rentabilité complètement à droite, là, quand le médicament est sur le marché, qui est relativement courte par rapport à tout ce qu'ils ont investi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour, d'une part, interpréter les essais cliniques et les résultats, parce qu'effectivement, il faut faire attention à ne pas enjoliver des résultats d'essais cliniques pour obtenir l'AMM, la mise sur le marché, quitte à mettre un petit peu sous le tapis des effets indésirables ou des choses comme ça en se disant c'est pas très grave, ça passera. C'est des choses qu'il faut avoir en tête parce que ces impacts financiers sont quand même très importants pour les laboratoires pharmaceutiques qui développent ces médicaments et doivent nous faire qu'on reste vigilant. Alors, un essai clinique, donc c'est une recherche, donc c'est-à-dire une série d'expérimentations qui sont pratiquées sur l'être humain pour évaluer l'efficacité, la tolérance et la sécurité, que ce soit, comme on l'a vu, d'un nouveau test diagnostic, d'un traitement ou d'un ce qu'on appelle un dispositif médical. Donc, vous voyez que ces essais, il y a un certain nombre d'acteurs, ce qu'on appelle des acteurs de ces essais. Évidemment, au centre, il y a le participant. Le participant à un essai clinique, c'est soit un patient pour une maladie ou un volontaire sain. Donc, on verra que, par exemple, les essais très précoces de première administration chez l'homme, ce moment où on passe du modèle animal à l'homme, parce qu'un jour, il faut bien quand même qu'un être humain avale un médicament pour qu'on voit si ça marche, ben, ça, en général, c'est fait sur des volontaires sains, pas sur des patients, sauf dans deux familles de maladies, c'est les maladies tumorales, cancéreuses et le VIH, où là, on peut faire des essais de première administration chez l'homme directement chez des malades et non pas chez des volontaires sains. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs exemples déjà. Enfin, c'est évidemment, on va choisir, on va proposer ces essais-là à des patients qui sont hors de toute ressource thérapeutique, donc tous les traitements disponibles ne fonctionnent pas, parce qu'on a plusieurs exemples, évidemment, de résultats extraordinaires dès cette première administration chez l'homme, notamment en hématologie, dans une autre NMP, ce qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique, hein, où tous les patients, malheureusement, mouraient en 4 à 5 ans après le diagnostic. Et bien, il y a eu un médicament qui est arrivé dès la phase 1. Tout le monde est resté vivant pendant plus de 10 ans. Donc, c'était très important que des patients puissent participer dès le départ. Mais bon, ça n'existe que pour... vous pouvez revenir un peu, pardon, à la diapo précédente. Je suis trop long, hein. À côté du participant, vous avez ce qu'on appelle l'investigateur. L'investigateur, c'est en règle pour un essai clinique thérapeutique, un médecin qui va être responsable de la réalisation de la recherche, qui va la diriger et la surveiller. Ensuite, au milieu, vous avez ce qu'on appelle le promoteur. Le promoteur, c'est la personne morale, je pense, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc comme ça, qui est responsable de l'étude devant la loi et devant les autorités réglementaires. Donc, ça peut être un laboratoire pharmaceutique, par exemple. C'est le cas dans beaucoup d'essais cliniques de médicaments nouveaux, où c'est le laboratoire X ou Y qui est le promoteur, qui décide de faire la recherche, qui la finance et qui en est responsable. S'il y a un problème, c'est lui le responsable, sous la supervision de l'investigateur. À droite, vous avez les autorités qui surveillent tout ça, parce qu'il est hors de question de faire ces essais de manière sauvage. Tout ça doit être contrôlé, vérifié avant la recherche par l'ANSM, donc l'ancienne agence du médicament, et ce qu'on appelle le CPP, Comité de protection des personnes. Donc ces deux organisations doivent donner leur autorisation avant que la recherche ne commence. Ils sont également chargés de la surveillance pendant la recherche, de tous les effets indésirables, des alertes, etc., pour pouvoir éventuellement arrêter ou interrompre une recherche, le temps de vérifier que tout se passe bien et reprendre. Et ils sont également responsables de la surveillance après la recherche, notamment pour la NSM, de tout ce qui est les effets indésirables qui sont déclarés après la mise sur le marché, par exemple. Et puis, vous avez le personnel impliqué dans la recherche, et ça comporte
énormément de gens, en dehors évidemment du médecin, mais il y a plein de gens qui tournent autour et qui sont indispensables pour que ça marche. C'est quoi? C'est évidemment les infirmiers, les infirmières quand il s'agit d'administrer les médicaments, les pharmaciens qui vont préparer les traitements ou qui vont les gérer, des techniciens de recherche clinique qui vont faire les prélèvements et préparer les prélèvements nécessaires, des personnels qui vont enregistrer les données pour pouvoir tenir à jour, au jour le jour, de manière en temps réel, ce qui se passe dans l'essai clinique, etc. Donc, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de personnes, ce qui vous explique aussi que ça coûte très cher de développer un essai clinique. Et puis là-dedans, vous n'avez pas encore les autres personnes impliquées qui sont les biologistes qui vont faire les tests et ces fameux biomarqueurs, les statisticiens qui vont faire l'analyse des résultats, etc. Donc, tout ça, ça entraîne un essai clinique, la mise en œuvre de tout un ensemble de catégories de personnes et d'institutions. Donc, sur la diapo suivante, vous avez les différentes, ce qu'on appelle les phases pour un essai clinique. Parce que, comme je vous le disais, bah, un jour, on a une molécule formidable qui guérit toutes les souris. Bah, un jour, il faut le donner à un être humain. C'est ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1 d'une étude clinique, c'est la question, c'est en gros la sécurité de ce nouveau médicament. C'est par exemple quelle dose d'interféron, par exemple, je dois administrer à une NMP. Et donc ça se fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en règle sur des volontaires sains, mais en ce qui nous concerne dans les NMP, on peut le faire directement chez les patients. En général, ça concerne un petit nombre de patients parce que le but, c'est de commencer à une dose très faible, qui est déterminée en fonction des modèles animaux, et puis d'augmenter petit à petit jusqu'à avoir des effets indésirables, soit trop importants, soit trop fréquents sur, en gros, un tiers des patients. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dose maximale tolérée. C'est la recherche qu'on fait avec ces phases 1, c'est-à-dire qu'on augmente progressivement jusqu'à la dose maximale où on peut aller en toute sécurité, sans pourrir la vie des patients. Ensuite, on passe à la phase 2. Une fois qu'on est arrivé à ça et qu'on a vu que le médicament n'avait pas de toxicité rédhibitoire, évidemment, on passe à la phase 2 où la question, c'est plus quelle dose je vais donner, mais est-ce que mon traitement est efficace et à quelle dose optimiser, disons, pardon, par rapport à la phase 1. Donc, ce type d'essai, ça dure en gros quelques mois à 2 ans. Ça concerne un plus grand nombre de patients, puisque là, on va commencer à chercher à avoir une efficacité. Donc, on va vouloir voir sur au moins une centaine de patients, en général, entre 50 et 200 patients, si on est efficace et si on commence à voir des signes que ça vaut le coup de développer plus loin ce médicament, auquel cas, il va rentrer dans les études de phase 3, qui, elles, peuvent durer plusieurs années, qui concerne des beaucoup plus grands nombres de patients, hein, au moins 200-300 patients jusqu'à plus de 1000 patients suivant les pathologies, et où là, ces phases dites 3 vont être des études comparatives. Comparatives, soit par rapport à un placebo, c'est-à-dire un truc neutre qui théoriquement n'a pas d'effet, soit face au meilleur traitement qui est disponible au moment où on fait l'étude. Et ça, par exemple, c'est le rôle de ce fameux comité de protection des personnes, hein, de vérifier que quand on propose un essai de ce type-là, il est bien fait pour ne pas enlever de chance à tous les participants, en gros, à cet essai. Le but, c'est de ne retirer aucune chance, au contraire, potentiellement d'apporter une chance supplémentaire, mais en tout cas, de ne pas être moins que ce qu'on peut faire de mieux au moment où l'étude commence. Et puis après, une fois que si cette phase 3 est efficace, enfin, est positive, c'est-à-dire si on montre que le médicament testé nouveau est meilleur, soit qu'un placebo, soit que le meilleur traitement qui est actuellement disponible, ben, il va passer sur le marché, il aura son AMM, et on peut faire ensuite des études de phase 4 qui sont rarement faites par les labos, mais qui sont demandées en général par les autorités, qui sont de se dire, pour rentrer dans un essai clinique, il y a tout un tas de critères qui disent, voilà, il faut être brun aux yeux verts, mesurer entre 1,40 m et 1,70 m. Vous voyez, il y a tout un tas de critères comme ça qui font que ça ne s'applique pas forcément à toute la population. Il y a souvent des limites d'âge, inférieures ou supérieures. Puis une fois que le médicament est sur le marché, ben, on va le donner à des patients plus âgés que ceux qui pouvaient entrer dans l'essai clinique, par exemple, ou on va le donner à des patients qui avaient des pathologies associées, ce qu'on appelle des copathologies,
qui sont en général exclus des essais cliniques. Si vous avez un patient qui a beaucoup d'antécédents de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale, il ne va pas pouvoir participer à l'essai clinique. Par contre, une fois que le médicament sera sur le marché, bah, il sera susceptible de le recevoir. Donc, ces études de phase 4 permettent de voir en vie réelle, sur des millions de personnes ou des dizaines de milliers, si on ne détecte pas des toxicités qu'on n'avait pas vues dans les essais cliniques en général, parce que les patients qui vont avoir ces toxicités ne pouvaient pas y participer. Diapo suivante. Donc, comment on peut participer à un essai clinique si ça vous intéresse? Par son hématologue en hématologie, hein, s'il est au courant de l'existence de ces essais cliniques, les associations de patients en général qui s'informent et qui peuvent vous dire s'il y en a à tel endroit ou pas. Et puis, il y a des registres. Il y a des registres sur Internet, donc sur la base de données Orphanet notamment, sur le registre de l'Institut national du cancer, l'INCa, et sur une grande base internationale anglo-saxonne qui s'appelle clinicaltrial.gov, sur laquelle vous pouvez rentrer le nom d'une maladie ou le nom d'un médicament et voir dans le monde entier tous les essais qui sont en cours concernant telle maladie ou tel médicament. Alors, comme je vous le disais, pour participer, tout le monde ne peut pas participer à un essai clinique parce qu'il y a des restrictions qui sont ce qu'on appelle des critères d'une part d'inclusion, c'est-à-dire que on définit quand on écrit le protocole de recherche quels patients peuvent participer, avec quelle pathologie, avec quelle mutation, par exemple, quand c'est des questions, quel âge, quel traitement ils doivent avoir reçu avant. Est-ce que c'est un traitement d'emblée ou est-ce que c'est un traitement pour des patients qui sont déjà résistants au traitement antérieur, etc. Et puis, il y a toute une série aussi de critères de non-inclusion. C'est-à-dire que si vous avez telle ou telle autre pathologie, par exemple, vous ne pourrez pas participer à l'essai clinique. Ou si vous avez, je ne sais pas quoi, voilà. Donc, parfois, quand c'est des médicaments potentiellement toxiques, par exemple, une femme en âge de procréer ne peut pas participer à cet essai ou sous réserve de contraception, etc. Et puis, il faut après pouvoir suivre toute la procédure qui est forcément plus lourde, c'est-à-dire que vous avez plein de rendez-vous, plein de visites de suivi, alors qui sont plus ou moins lourdes suivant les phases. Vous imaginez bien que les essais qu'on a dit de phase 1, il y a beaucoup, beaucoup de visites et une surveillance très intense de ce qui se passe, etc. Quand c'est un essai de phase 3, c'est déjà beaucoup plus léger en termes de surveillance, puisqu'on a déjà une bonne expérience du médicament dans les essais de phase 1 et de phase 2, donc on a moins de visites en général et moins de procédures. Mais ça prend quand même du temps et ça doit vous être expliqué avant de rentrer dans l'essai clinique. La diapo suivante. Donc voilà en gros le parcours de participation à un essai clinique. C'est bon, on vous propose de participer à un essai clinique. La première chose, c'est ce qu'on appelle vérifier l'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que vous répondez aux critères d'inclusion et de non-inclusion. Et donc, si oui, vous pouvez éventuellement être inclus. L'étape suivante, c'est ce qui fait la différence avec le cobaye, en gros. Vous dites, je veux bien être cobaye. Vous voulez que je sois cobaye dans votre essai? Non, car le point crucial de ça, c'est l'information et le consentement. C'est les deux points suivants. C'est-à-dire qu'un cobaye, on ne lui demande pas trop son avis, en général. On lui dit, tiens, viens par là, j'ai un bon médicament pour toi, tu vas voir, ça va bien se passer. Là, non. Vous avez une notice écrite, en général, qui est beaucoup trop compliquée, bon, encore aujourd'hui. Donc, tout le monde fait des efforts pour la simplifier, etc. Mais ça fait plusieurs dizaines de pages en général, où vous avez décrit par le menu tout ce qui va être fait dans le cadre de l'étude. Donc ça, c'est très important. Comme ça, vous pouvez évaluer si vraiment vous allez accepter les contraintes ou pas, le nombre de visites, le nombre d'examens, est-ce qu'il y a des biopsies, est-ce qu'il n'y a pas de biopsie. Bon, tout ça est précisément écrit. Et aussi les risques potentiels du nouveau médicament, les toxicités qu'on a déjà repérées, etc. Donc tout ça est parfaitement écrit et ça doit être lu attentivement si vous le pouvez, partagé avec des amis, votre médecin traitant et rediscuter avec la personne, l'investigateur qui vous propose de participer pour répondre à vos questions. Et si après tout ça, vous êtes d'accord, c'est donc un consentement libre et éclairé. C'est ça les deux mots importants, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait libre d'accepter ou pas de participer et vous n'aurez pas de représailles si vous dites non. C'est ça quand même le principal, c'est-à-dire si je dis non, je vais être moins bien traité, etc. Non, c'est libre cette participation et éclairé, c'est que vous devez vraiment avoir tout compris avant de signer.
Et puis, donc, vous signez votre formulaire de consentement éclairé. Alors, ce n'est pas un contrat. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire après, hop, vous avez signé, donc vous devez avaler votre médicament jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive au pire. Non, c'est pas ça. C'est juste prouver qu'on vous a bien expliqué, que vous avez bien lu et que vous êtes d'accord pour participer. Mais si dès le lendemain ou 1 heure après, vous n'avez plus envie de participer, vous retirez votre consentement et on vous sort de l'étude sans aucun problème. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Vous n'êtes pas des cobayes, vous devez être clairement informé, avoir eu le temps de discuter, d'avoir posé toutes les questions et d'être d'accord pour participer. Et à tout moment, vous pouvez dire, moi j'en ai marre, je veux plus, même sans raison, hein, voilà. Mais c'est assez rare. En général, c'est plutôt l'investigateur qui dit au bout d'un moment, si on sent que ça se passe pas bien ou que ça marche pas bien, on dit bon, allez, on vous sort de l'étude, on va vous trouver autre chose ou on va vous donner un autre médicament. Donc c'est plutôt ça, plus rarement les patients, mais ça peut être tout à fait le cas. Une fois qu'on a passé ces étapes et que vous êtes d'accord, qu'on a tous signé, qu'on est d'accord, qu'on est tous partants pour, on fait ce qu'on appelle l'inclusion dans l'étude. Donc, en général, ça commence par une visite où on vous refait toute une batterie d'examens pour vérifier que votre foie, votre rein, votre cœur, votre poumon marchent bien. Et puis, quand c'est un essai comparatif, il y a ce fameux mot de randomisation qui est le tirage au sort entre le traitement ou le placebo, le traitement ou le meilleur traitement disponible. Et ensuite, vous avez le suivi avec tout un calendrier pardon, qui est défini jusqu'à la fin de l'étude. Et normalement, donc c'est marqué encore en rouge tout en bas, hein, à tout moment, vous pouvez arrêter l'essai sans problème. Alors, ce qui a été souvent montré aussi, c'est que participer à un essai, souvent, bah, ça donne plus de chances, même si on est dans le bras qui n'est pas bon, même si on est dans le bras pas assez beau, etc. Parce que, en gros, vous devenez VIP hein, dans le service, c'est-à-dire que vous êtes une personne importante. On vous suit aux petits oignons. Dès que vous avez quelque chose qui ne va pas, hop, vous avez quelqu'un qui intervient. Et donc, il a été montré clairement que la participation à ces essais cliniques, non seulement n'apporte pas de mauvais côtés, mais au contraire, améliore souvent la qualité des soins des patients. Diapo suivante. Alors, le rôle des associations, bah, on pourra en parler ensuite, hein, mais c'est clairement une aide claire pour nous, pour mobiliser tout le monde. Et Septembre Rouge est un merveilleux exemple hein, de vivre avec une NMP. Et ça va nous aider beaucoup à faire connaître ces maladies, à faire connaître la recherche et à demander si vous souhaitez participer à une recherche, s'il y a un essai qui correspond à votre cas particulier et si oui, où vous pouvez le faire. Réaliser des enquêtes et des sondages auprès des adhérents, ça c'est fondamental. Développer les compétences, c'est ce qu'on appelle le patient expert, l'éducation thérapeutique, tout ça est vraiment aussi fait en partenariat complètement avec les associations. Remonter l'expérience patient, c'est quelque chose qui est devenu très important et le résultat perçu par le patient, ça les acronymes de PREMS et de PROMS, c'est en gros comment. Alors, ça peut comporter les échelles de qualité de vie, des choses comme ça, mais aussi la perception que vous avez de ce qui se passe avec ces différents traitements. Diapo suivante. Alors, un petit point réglementaire encore, hein, ça, on insiste un peu lourdement, mais ça, c'est clairement ce qui protège les patients. C'est-à-dire que le but de la NSM et du CPP, c'est d'assurer la sécurité du patient. C'est ça qui est au cœur, c'est l'éthique qui doit régler la pratique des essais cliniques. Des choses qu'on n'a pas vues au moment du Covid dans plein d'endroits, et c'était l'horreur. Et dès qu'on sort de ça, on s'expose à toutes les dérives. Donc, alors ça peut paraître casse-pied, c'est long, c'est plein de paperasse, c'est plein de réunions, c'est plein de passages devant la fameuse ANSM et le CPP, etc. Mais ça a un but, c'est la protection du participant. C'est ça qui est au cœur de toute cette réglementation. Donc, il y a la loi, le Code de santé publique et une partie réglementaire qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques qui définissent les rôles, les responsabilités de chacun des acteurs qu'on a vus tout à l'heure, l'investigateur, le promoteur, etc. Tout ce monde a une liste de tâches et de responsabilités qui doivent assurer pendant toute la recherche clinique. Depuis 2004, la réglementation est à peu près harmonisée dans les pays de l'Union européenne pour la grande majorité de ces recherches. Donc ça, c'est aussi pas mal. Et puis, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, participer à un essai ne doit pas
entraîner de perte de chance par rapport au traitement normal que vous auriez en pratique clinique. C'est-à-dire qu'au minimum, vous devez avoir ce que vous auriez avec les moyens du jour. Donc ça, c'est aussi fondamental et ça, c'est le rôle justement des CPP et de la NSM de vérifier que le protocole qu'on vous propose ne vous fait perdre aucune chance. Donc avant qu'on vous le propose, normalement, tout ça a été vérifié. Comme on l'a dit aussi, tout le long de l'essai, il doit y avoir cette surveillance et ça doit être clairement indiqué dans le protocole et remonté à la NSM et au CPP. Et pour donc chaque essai clinique, comme je vous le disais, il y a une évaluation coordonnée maintenant quand ça doit être un essai multinational, hein, international, en Europe notamment, au niveau européen. En France, c'est la NSM qui regarde tout ça, c'est-à-dire la NSM, l'Agence du médicament, est chargée de vérifier l'aspect, disons, scientifique et pharmacologique du protocole. S'assurer qu'on ne vous donne pas un poison, qu'on s'est bien assuré que s'il y a des interactions, elles aient bien été notées à l'avance et prévues et machin, etc. L'autre organisme, le comité de protection des personnes, ou CPP, lui, est plus chargé de vérifier l'éthique et la sécurité des patients, pas vraiment de juger le protocole en lui-même, mais plus que les procédures qu'on vous propose sont justifiées. On ne va pas vous ponctionner 1 litre de sang toutes les semaines juste pour pouvoir s'amuser au laboratoire et à chercher des biomarqueurs. Donc, on doit vérifier que ce qu'on vous propose comme contrainte est justifié et minimisé au maximum et que notamment l'information fournie aussi, ça c'est important, c'est-à-dire que ce soit qu'on ne vous donne pas à un moment, il y a eu des dérives avec les essais, notamment les essais de labos américains, où on se retrouvait quasiment avec un bottin hein, sur la note d'information, donc personne ne pouvait lire ça. C'était noyé dans toutes les informations pour être tranquille. On disait, ah, bah, il y a une souris qui avait saigné du nez quand on lui avait donné 2 milligrammes de votre produit, etc. Donc le CPP doit s'assurer que l'information qui est donnée est compréhensible, claire, suffisante et pas non plus trop délirante. Et diapo suivante. Donc, un petit point aussi sur l'accès aux médicaments innovants parce qu'il y a ces essais cliniques, donc vous avez pu participer ou pas, et puis à un moment, quand il y a le nombre suffisant de patients qui est inclus, ben, l'essai s'arrête. Et donc, que se passe-t-il avant que le médicament ait l'AMM? Ben, quand on a des signaux d'efficacité d'un traitement sur ces essais, avant même la conclusion et l'autorisation de mise sur le marché, on peut avoir accès à ces médicaments selon ces deux méthodes, ces accès dérogatoires qui sont l'accès précoce ou l'accès compassionnel. Donc, c'est deux processus un peu différents, mais qui passent tous par la NSM au départ, en tout cas, et qui permettent, dans certains cas, d'avoir accès à un médicament entre la fin de l'essai clinique et la mise sur le marché. Donc, cette période où, en dehors de l'essai, vous n'avez pas accès, sauf par ces moyens-là. Donc, ça permet d'accélérer un petit peu l'accès aux innovations avant que le médicament soit sur le marché et qu'on peut avoir dès la fin des essais cliniques. La diapo suivante. Donc voici la position de la France dans la recherche clinique. Alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal. En 2021, vous voyez que ça restait très active en première position, même dans l'initiation des études cliniques. Alors ça comportait toutes les études cliniques. Hein. C'était pas, quand on regarde que les médicaments, c'est pas aussi brillant. Mais disons que quand on met tout ensemble, on est pas mal placé. Et puis, notamment sur les maladies rares, et les cancers rares, ça, c'est effectivement les divers gouvernements qui ont mis ces priorités et qui se voient maintenant, en tout cas, sur l'efficacité et sur l'activité en termes de recherche dans ces maladies rares, notamment. Diapo suivante. Et ben voilà, avec tous mes remerciements à vivre avec une NMP qui a beaucoup travaillé pour bien préparer cette conférence. Et puis, ben, j'espère qu'on va avoir plein de questions. Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Alors, vous m'entendez? Oui? Oui, D'accord, j'avais un doute. Donc vous avez bien expliqué que les phases d'essai sont différentes, sont en Europe les mêmes plutôt, excusez-moi. Donc les phases d'essai sont les mêmes en Europe, dans la plupart des pays, mais est-ce que si on va outre-Atlantique, par exemple, on peut espérer, griller un peu les étapes et aller plus vite?
Non, ça suit le même schéma un petit peu partout dans le monde, hein. Les phases sont les mêmes au niveau mondial. Ce qui est commun en Europe, c'est comment dire, le processus administratif et de vérification avant la mise en place de l'étude. Hein, tout ce qu'on a vu, les CPP, les agences. Donc ça s'est mis homogène, c'est-à-dire que un promoteur qui veut commencer un essai clinique en Europe peut déposer, avant c'était dans chaque pays. Il fallait qu'il aille voir chacune des autorités, etc. Pour, là, maintenant, il y a un truc centralisé qui permet de déposer en un centre et d'avoir l'autorisation après dans tous les pays. Alors, chacun va mettre son grain de sel, mais enfin, globalement, c'est ça en Europe. Par contre, le schéma phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, il est pareil dans le monde entier. Parfois, aux États-Unis, quand ce sont des laboratoires américains notamment, ou la plupart des labos internationaux commencent souvent aux États-Unis, donc ils sont un peu en avance par rapport à la France, par exemple. C'est-à-dire qu'ils en sont déjà à la phase 2 quand nous, on arrive à la phase 1, où ils ont accès déjà aux médicaments avant nous pour les premières phases. Donc oui, on peut parfois avoir accès à des médicaments outre-Atlantique qu'on n'a pas encore ici, parce que les essais commencent souvent là-bas avant d'arriver en Europe. Mais c'est de moins en moins fréquent. D'accord. Et alors, pourquoi certains médicaments sont autorisés dans certains pays européens et pas encore en France? L'autorisation, normalement, l'AMM est européenne, hein. Elle est donnée D'accord, pour tous les européenne. pays européens. Et Par contre, après, c'est l'accès aux médicaments qui se voilà, rediscute au niveau de chaque pays. Mais on a un exemple, par exemple, avec le Ropeg interféron alpha 2B, pour ne pas le citer. Il a obtenu l'AMM en Europe auprès de l'Agence européenne du médicament qui s'appelle EMA. Donc, dans tous les pays d'Europe, il est autorisé à mettre sur le marché. Après, chaque pays va déterminer le prix et le remboursement. Et suivant ça, effectivement, vous allez avoir plus ou moins accès facilement ou pas aux médicaments. Comme en France, par exemple, il n'a pas été évalué pour le remboursement, ben, on n'y a pas accès en pratique. Mais il a l'AMM, néanmoins. d'accord. Et justement, que pensez-vous de la rupture d'un certain médicament en ce moment, surtout aussi bien à l'hôpital qu'en ville? Qu'est-ce que l'on peut C'est faire? dramatique, oui, oui, c'est effectivement dramatique. Alors, ça ne concerne pas que ces médicaments, hein, c'est un problème sur tout un ensemble de médicaments. J'ai appris ce matin même que même l'insuline, hein, il y avait des soucis d'approvisionnement et qu'il y avait des diabétiques qui avaient fait 6 ou 7 pharmacies avant de pouvoir se trouver simplement de l'insuline. Donc, c'est un problème très général mais qui touche évidemment, qui est encore plus compliqué quand c'est un médicament unique, quand on n'en a qu'un seul de sa catégorie et qu'il est plus disponible. Là, c'est un vrai souci. Les groupes de médecins ont écrit aux autorités. L'association a fait un communiqué de presse, j'ai vu hier ou avant-hier. Donc, on essaye de faire pression pour essayer de débloquer les choses, puisqu'il y a cet autre interféron qui a l'AMM, mais qui n'est pas remboursé. On peut espérer qu'au moins transitoirement, après ça se rediscute, mais qu'on puisse y avoir accès le temps qu'on puisse à nouveau avoir de l'interféron sur le marché. D'accord. Alors, on nous a demandé aussi, où en est la recherche pour les NMP? Alors là, allez-y. Vaste sujet, la recherche pour les NMP. Alors, ce qui- ce- euh, en gros, vous avez vu que tout ça, ce que j'ai essayé de vous dire au début, ça coûte très cher, ça met en branle plein de gens, etc. Donc, les laboratoires, souvent, vont dans les maladies les plus graves. Parce que il y a un intérêt rapide, parce que on a des résultats rapides aussi théoriquement. C'est-à-dire que si vous avez une maladie qui fait aucune complication pendant 20 ans, comme on peut l'espérer par exemple pour la TE, la thrombocytémie essentielle. Souvent, les gens vont très très bien pendant très longtemps et puis il n'y a pas de chose vraiment mesurable qui va nous permettre d'évaluer un médicament avant de très nombreuses années. Ou alors, il faut inclure plus de 1000 patients pour détecter des différences. À l'inverse, une maladie plus avancée, comme la myélofibrose, et notamment dans ses formes sévères, a plein de symptômes, plein de signes anormaux, une rate très grosse, etc. Donc tout ça, c'est des choses faciles en gros à mesurer. Donc ils vont aller vers ces maladies-là plus facilement parce qu'ils pourront rapidement voir si leur traitement est efficace ou pas avec des signes qui changent très vite. Donc ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup plus, et il y a eu beaucoup plus d'études dans la myélofibrose que dans la polyglobulie et encore moins dans la thrombocytémie essentielle parce que c'est simplement beaucoup plus difficile de prouver l'efficacité d'un médicament quand il y a
heureusement, peu d'événements mesurables, en tout cas, qu'on peut montrer après aux autorités pour dire mon médicament, il faut absolument le mettre sur le marché. Voilà, donc je ne D'accord. sais Et pas là, si j'ai une bien question, répondu, mais tout à fait. Il y a une question très pointue. Il y a un essai clinique avec le rusfertide en phase 3. oui, Où en sommes-nous? il est fini. Ah ben voilà, C'est-à-dire que voilà, il est. on n'est Alors, pas on n'est pas dans l'actu. voilà, ça, bah, si, en plein, c'est terminé il y a 15 jours, hein. Ah bah, Donc, alors, le rusfertide, c'est un médicament probablement intéressant, mais qui a un mécanisme d'action assez particulier, c'est-à-dire que c'est un médicament qui fait comme des saignées, en gros, pour les polyglobulies, c'est-à-dire pour les patients qui ont trop de globules rouges, ça fait baisser les globules rouges, mais sans vraiment traiter la maladie. C'est par un mécanisme qui joue sur le métabolisme du fer, etc. Donc, en gros, ça remplace les saignées, mais ça n'a pas d'effet sur la maladie elle-même, en tout cas, pas sur la mutation, pas sur ce qui se passe dans la moelle osseuse, juste ça empêche de fabriquer trop de globules rouges. Et donc, bah, il y a eu plusieurs essais, dont un essai de phase 3. Donc, on est arrivé au bout du développement de ce médicament qui vient de se terminer parce que le nombre de patients prévus a été atteint. Et donc, l'essai est fermé et on attend les résultats. Il faut compter à peu près 6 mois pour avoir les premiers résultats, une fois que le dernier patient aura eu au moins 6 mois de traitement. d'accord. Alors pour en revenir aussi au contenu de ce que vous avez parlé à un moment de moins de toxicité. Pour vulgariser, pour que chacun comprenne mieux, est-ce que ça veut dire moins d'effets secondaires? Alors, moi, j'aime pas les effets secondaires parce qu'ils sont secondaires sûrement peut-être pour le médecin, mais pas pour le patient. Donc, on parle plutôt d'effets indésirables. Je pense que c'est plus approprié. Mais effet secondaire est très commun, mais c'est pas un bon terme parce que c'est pas secondaire. En gros, quand vous avez la diarrhée, que vous allez aux toilettes toutes les heures, c'est pas vraiment secondaire, hein. C'est plutôt indésirable. Donc, ces effets indésirables. Alors, j'ai oublié du coup le fil de la question, pardon. Est-ce que moins de toxicité, ça veut dire moins d'effets indésirables alors? Absolument, oui, c'est ça. Bah voilà, oui, oui, en gros, c'est ça, hein. C'est-à-dire que on mesure la toxicité par des effets indésirables. Alors, soit cliniques, comme je vous le disais, par exemple des choses qu'on voit physiquement, la diarrhée, les nausées, les vomissements, je sais pas quoi, les rages cutanées, les boutons, ça, c'est des effets physiques, mais ça peut être aussi des effets indésirables biologiques, c'est-à-dire qu'on voit des anomalies de la fonction hépatique, de la fonction rénale, etc. Et ça se voit pas forcément physiquement, mais sur les prises de sang, on voit que le rein souffre, etc. Donc oui, c'est toute une série d'effets indésirables, aussi bien visibles que pas visibles, mais qu'on va détecter, ou en faisant les électrocardiogrammes, par exemple, on va voir des anomalies sur la conduction cardiaque. Donc tout ça est surveillé et fait partie de ce qu'on appelle la toxicité au sens large, effets indésirables qui soient immédiatement visibles ou qu'il faille aller chercher justement avec ces fameux biomarqueurs ou ces examens qu'on est obligé de faire régulièrement au cours de ces essais cliniques. Justement, dans les effets indésirables, est-ce que tout l'aspect psychologique est aussi pris en compte ou pas du tout? Oui, ça peut Oui. être alors de plus en plus, heureusement, hein, c'est-à-dire que bah, il y a des effets indésirables neurologiques, psychiatriques, psychologiques, alors longtemps ça a été compliqué parce que c'est plus subjectif et voilà, mais ça a été le travail de beaucoup de médecins de développer des outils pour essayer de rendre ça plus objectif et les fameux questionnaires ou les différentes échelles de symptômes notamment permettent de détecter justement ces anomalies-là. D'accord. Alors, on a reçu aussi des questions par mail et Maurice demande: «Où en est-on de la création du registre national des cancers à propos des NMP? Ce registre national pourrait-il faciliter la mise en place d'essais cliniques pour les NMP ou le suivi des patients?» Oui, absolument. Alors, il existe un registre national pour les NMP que le groupe de médecins, donc l'association de médecins qui s'intéresse aux NMP, qui s'appelle le FIM, a créé il y a quelques années, qui s'appelle FIMBank. Et donc ça, vos hématologues peuvent vous proposer d'en faire partie. Alors, c'est tout bête, hein, c'est juste un registre, c'est-à-dire qu'on ne fait aucun examen particulier, etc. Juste, on enregistre les données de votre maladie dans une base de manière totalement anonyme et sécurisée, normalement. Et il n'y a que celui qui vous a mis dans le registre qui sait
que tel numéro, c'est son malade. Mais donc, c'est simplement ça, c'est enregistré, centralisé. La base se trouve physiquement à Angers, où on essaye d'inclure tous nos patients pour pouvoir faire justement des études adossées à ce registre, c'est-à-dire bah, déjà savoir un peu quelle est la distribution de nos différentes NMP, combien il y a de PV, de TE, de myélofibrose, est-ce qu'il y a des différences de démographie entre les trois maladies, est-ce que, vous voyez, et puis d'avoir le maximum de patients. Et puis ça nous permet aussi de savoir où se trouve tel patient, enfin pas nominativement, mais tel TE de tel âge, de tel sexe, etc. Si on en a besoin pour une étude, on peut aller vers le centre en disant, voilà, est-ce que vous pourriez proposer à vos patients de participer à telle ou telle étude? Donc, ça nous permet aussi effectivement d'améliorer, d'accélérer l'accès aux essais cliniques des différents patients. Donc, FIMBank, c'est facile à retenir, c'est comme une banque de données. Et si votre hématologue ne vous l'a pas proposé, vous pouvez lui demander pourquoi et éventuellement d'y participer. C'est sans effort, ça ne nécessite aucun examen et ça peut permettre d'accélérer la recherche en effet. Est-ce qu'il y a une liste des centres hospitaliers en France qui font beaucoup de recherches cliniques dans la myélofibrose post-TE? En général, les essais cliniques de myélofibrose prennent toutes les myélofibroses post-TE, post-polyglobulie et les myélofibroses dites primitives, c'est-à-dire les patients qui commencent directement avec une myélofibrose sans avoir fait de PV ou de TE avant. Donc en général, les essais, ils prennent toutes les myélofibroses indépendamment du caractère post-PV, post-TE. D'accord. Alors, quelques études préliminaires ont montré un potentiel thérapeutique de l'arsenic trioxyde chez les NMP. Je vous lis la question, hein, parce que Oui, là, oui, oui. je ne sais pas du tout. Tout en sachant que l'arsenic L'arsenic, oui, c'est trioxyde, l'arsenic, hein. l'arsenic tout court, quoi, Oui, voilà. est utilisé comme traitement curatif dans la leucémie aiguë promyélinaire. Promyélocitaire. Peut-on Oui. espérer des études cliniques prochainement en France avec cette molécule? Ouh! Bravo. Alors, en effet, l'arsenic, alors ça va pas être gagné hein, pour le proposer aux patients. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai essayé avec une patiente, elle m'a regardé avec des yeux comme ça. Je voulais voilà, l'arsenic, il est malade celui-là, il veut m'achever. Bon, en dehors de ça, effectivement, c'est un vieux médicament de médecine chinoise, hein, en gros, qu'on a remis au goût du jour parce qu'il a une efficacité extraordinaire dans une forme très particulière de leucémie aiguë qui était extrêmement agressive, cette fameuse leucémie aiguë promyélocitaire, et donc ça marche remarquablement bien. C'est pas trop mal toléré. On sait s'en servir très bien sans que ce soit du poison, hein, donc on arrive à le faire en médicament et pas poison. Et on a montré effectivement que dans les NMP avec mutation de JAK2, ça avait un effet potentiellement très important, et notamment en association avec l'interféron, par exemple. Et donc, on est très demandeur effectivement d'un essai clinique parce que c'est un médicament qu'on sait administrer, hein. On l'utilise l'argamanu dans ces fameuses leucémies aiguës, donc on le connaît très bien. Le problème, il est de deux ordres. Le premier, c'est que pour l'instant, c'est des formes intraveineuses qui nécessitent des administrations quasi continues 7 jours sur 7 pendant longtemps, donc qui nécessitent une hospitalisation dans un service hémato continu. Alors pour une NMP, une TE, c'est pas qui va très bien, qui est chez lui, c'est un peu compliqué de lui dire vous allez rester 3 semaines à l'hôpital pour avoir une perfusion tous les jours. Le deuxième, alors il existe des formes orales de cet arsenic, mais pas en France. Alors ça, c'est notre problème. Donc ils en ont développé, ils en utilisent en Chine, en Inde, etc. Mais en France, on n'a pas, en Australie aussi. Donc on essaye d'obtenir des formes orales qui permettent d'avoir ce médicament à la maison sans problème, qui sont beaucoup plus simples à administrer et qui seraient également beaucoup moins chers que la forme intraveineuse qui jusque-là avait un monopole, qui tombe d'ailleurs le brevet, donc heureusement, mais en tout cas, c'était inabordable pour nous, en tout cas, de monter un essai comme ça sans que ce soit un laboratoire qui nous donne le médicament gratuitement. Donc, il y a ces deux contraintes, le coût et l'administration intraveineuse, mais on travaille au corps les laboratoires de générique et choses comme ça pour qu'ils nous produisent une forme en comprimé qui puisse nous permettre de faire un essai clinique très facilement. Ah, mais personne ne teste l'arsenic tout seul à la maison. Non, ça, c'est sous contrôle, encore une fois, d'un vrai protocole et pas d'un cobaye. Voilà.
Un cobaye maison. Oui. Bernadette nous dit que son fils de 20 ans a une thrombocytémie essentielle, qui a été diagnostiquée il y a un peu plus d'un an. Est-ce que les jeunes atteints de cette maladie étant assez rares, est-ce qu'il y a quand même de la recherche clinique concernant ces jeunes patients? Oui, en général, les essais cliniques se font chez l'adulte à partir de 18 ans. Donc, ça dépend où on place le curseur de jeune, mais en gros, pour 20 ans, par exemple, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pour les enfants, c'est plus compliqué, parce que on peut faire des essais cliniques chez l'enfant, bien sûr, heureusement, mais c'est des contraintes supplémentaires, des contrôles supplémentaires, etc. Il faut que ce soit vraiment justifié. Mais pour les jeunes adultes, oui, en général, les essais cliniques démarrent à 18 ans, donc il n'y a pas de contrainte d'âge, je pense. Le tout, c'est d'avoir effectivement des essais dans la maladie concernée. D'accord. Est-ce que la recherche clinique peut permettre de comprendre ce qui fait varier le taux de plaquettes sans modifier le traitement? C'est-à-dire que, je vais prendre, mes cachetons, pendant tous les jours, enfin bien respecter, ce que le médecin m'a demandé et puis un jour, je vais me retrouver avec, 300 000 plaquettes et je vais boire un bon coup une bouteille de champagne en entier et 1 semaine après, je me retrouve avec, beaucoup plus de plaquettes. C'est pas l'effet du Euh, champagne. Ah bah, je sais pas, faut faire un essai clinique, hein, contre placebo, voilà, on D'où va la voir, contre là. limonade, voilà, pour savoir vraiment. Non, oui, c'est possible, c'est compliqué parce qu'il faut effectivement réunir un grand nombre de patients déjà pour voir les différences et pour essayer de repérer des anomalies. Mais oui, c'est possible. C'est une étude, ce qu'on appelle une étude physiopathologique. Donc, c'est pas un traitement, c'est pas un objet, c'est pas un dispositif médical, mais c'est comprendre la maladie. Donc, on peut tout à fait essayer de faire un essai clinique pour ce genre de questions. Mais c'est plus dur. Il y en a pas à l'ordre du jour pour l'instant. Non, pas pour cette question particulière, mais souvent, ça peut se faire à ce qu'on appelle en recherche translationnelle, c'est-à-dire que c'est à la frontière entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, c'est-à-dire qu'on part de questions comme celle-là. On part de prélèvements de patients et on les bidouille en laboratoire dans des petits, ce qu'on appelle des organoïdes ou dans des modèles animaux, etc. Et on essaye de voir ce qui se passe, pourquoi les cellules d'un coup se mettent à proliférer ou à pas proliférer, etc. Donc ça peut être plus de la recherche translationnelle, donc à frontière entre recherche de laboratoire et recherche clinique, qui peut permettre de répondre à ces questions. Parce qu'il ne nous faut pas forcément du coup des grands nombres de patients, mais une fois qu'on a les cellules, et bien, qu'on peut les entretenir in vitro, ça nous permet d'étudier les mécanismes qui conduisent à ces dérégulations. Et le comportement quotidien du patient ne peut pas, varier ce taux de globules? Ou de On, plaquettes? On n'a jamais pu le montrer, on n'a jamais fait d'études très. Alors ça, c'est pareil, hein, je pense qu'il faudrait des milliers de patients pour pouvoir le montrer, justement. Mais pour l'instant, on n'a trouvé aucun facteur particulier, environnemental, comportemental, de régime, de ceci, de cela, qui jouait significativement l'évolution des globules blancs, rouges ou plaquettes. Souvent, les patients disent, c'est le cas par exemple pour la TE, que c'est diagnostiqué après un choc émotionnel. Alors, peut-être bien, mais impossible de le prouver. Mais souvent, on me dit, ah ben oui, mais j'ai eu un gros choc, machin, et après, on a découvert cette maladie, peut-être, mais on n'a pas de démonstration claire jusqu'à présent scientifique pour le prouver. En gros, il faudrait monter une grande colonie de vacances de thrombocytémie, de PV et de MF. C'est Oui, ça? mais ces Réservé registres-là, à l'année. mais ces registres dont on parlait tout à l'heure peuvent permettre justement de repérer ça, hein. Par exemple, FimBank nous a permis de montrer le rôle d'une mutation dans la myélofibrose, qui avait l'air très méchante comme ça dans la littérature avant. Et ben nous, dans FimBank, on a pu réunir 400 patients avec cette fameuse mutation et puis montrer que quand elle était là toute seule, ben, elle n'était pas si méchante que ça. Et en tout cas, elle n'était pas plus agressive. Donc, ce registre peut nous permettre effectivement de répondre à ce genre de questions. Alors encore 3 questions, a priori pour l'instant, on va essayer, de répondre à tout le monde. Alors là, c'est plutôt du technique, hein. Où en est l'essai clinique de l'après l'aprepitant contre le Ah, prurit? bonne question. Ça, c'est le professeur Yann Otto à Brest qui est responsable de cet essai et on attend impatiemment les résultats, normalement cette année.
Donc, c'est un essai de traitement de la gratouille, hein, qui est vraiment un gros problème chez certains patients avec la polyglobuline vaqueuse notamment, et qui répond pas très bien aux médicaments à part les anti-JAK2. Et là, c'était un essai avec un autre médicament et on devrait avoir normalement les résultats de cette étude cette année. Donc, encore un peu de patience. On va voilà, on attend. Et est-ce que vous pourriez nous donner votre expertise et votre avis sur le futur traitement qui pourrait être le traitement de référence qui prendrait la place de l'interféron dans les années à venir proches? Ah, ça, c'est la question C'est à 100 000 $. Hein. Ben, je ne sais pas honnêtement. Par contre, il y a quelque chose de complètement nouveau qui commence depuis un an. C'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. C'est de l'immunothérapie, en gros, hein, qui a fait des choses extraordinaires dans le cancer du poumon, etc. Le mélanome, c'est des traitements qui ont changé complètement le pronostic de ces cancers très graves. Bah là, dans les NMP, on a pour la première fois de l'immunothérapie sous la forme d'anticorps et peut-être un jour de vaccination contre les cellules qui ont la mutation calréticuline. Alors, ce n'est pas encore pour JAK2, mais pour calréticuline, il y a des essais qui viennent de démarrer. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau parce que l'idée, c'est que ce soit un traitement curatif pour une fois. C'est-à-dire que tous les traitements qu'on a jusque-là ne guérissent pas vraiment forcément la maladie. Ils la soignent parfaitement, ils évitent les complications, ils évitent les accidents vasculaires, ils essayent d'imiter les transformations long cours, mais ils ne débarrassent pas complètement de la maladie. Là, avec ce type de médicament, on espère arriver à ça. Est-ce qu'on y arrivera, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle piste très excitante et nouvelle pour nos patients. Alors, une dernière, question pour, conclure cette émission passionnante. Est-ce que la recherche clinique peut apporter des réponses sur l'origine de la maladie? Parce qu'en fait, on se pose tous la question. Vous avez parlé tout à l'heure de facteurs émotionnels. Après, on a mené une enquête, auprès de nos adhérents qui nous a montré que près de 25 des patients avaient, un cas d'hémopathie maligne, peut-être autre, dans leur famille. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus ou finalement, l'origine, on s'en fout, le tout, c'est d'arriver à soigner ce qui existe? Ça, c'est mon point de vue du médecin, effectivement, thérapeute. C'est-à-dire que j'ai envie de vous soigner et puis je me fous un peu comment vous l'avez attrapé. Bon, j'exagère, parce qu'il y a le côté chercheur aussi qui, évidemment, s'intéresse à ça. Oui, oui, on peut espérer avoir des réponses grâce à la recherche clinique et la recherche translationnelle dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a des équipes qui travaillent sur les formes familiales depuis de nombreuses années et qui ont réussi à détecter quelques gènes de prédisposition dans certaines familles, mais on est loin d'expliquer toutes ces formes familiales encore. Et donc, oui, c'est une participation à ces études peut nous aider à mieux comprendre l'origine et le développement de ces maladies. Alors il y a quand même une dernière question. Je croyais qu'il y en avait il y en a même 2 autres questions. Est-ce que vous parlez du j'y arriverai jamais à le dire, Pembrolizumab? Mab. Pembrolizumab, non, c'est pas a priori, enfin, ça fait partie des immunothérapies dont je parlais tout à l'heure, qui ont montré leur efficacité dans pas mal de tumeurs solides, mais pour nous, dans les NMP, ça n'a pas donné, ce type d'immunothérapie, en tout cas, n'a pas donné de résultats dans les quelques essais qu'il y a eu vraiment intéressants. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va espérer que vous cherchiez tous parce que la potion magique, nous, on en a besoin et on en rêve. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, chercher, c'est vouloir trouver. Donc, beh, vous avez du pain sur la planche, je pense. Et nous, on l'espère. En tous les cas, on croit tous en vous. On vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle à tous que vous pourrez à nouveau échanger avec le professeur Kiladjian, mais là, en vrai, en live, le 13 septembre prochain, Ah lors de la oui. journée de notre association à l'hôpital Saint-Louis. Journée qui est ouverte à tous et à toutes. La seule condition, c'est de s'inscrire. Et toutes les infos sont sur notre site. Donc, il n'y a aucune possibilité pour vous de passer à travers. Je remercie aussi nos soutiens institutionnels que sont Novartis et BMS. Et je remercie les 2 petites fées qui sont aux manettes
derrière leurs écrans et que sont Nassima et Pauline. Notez la prochaine date de notre webconférence, c'est le 11 juin à 18h30. Donc là, cette fois-ci, ça va être plutôt option tongs et lunettes de soleil. Comment préparer ses vacances pour bien les vivre avec nos NMP dans le sac à dos. Ce sera le docteur Juliette Soré-Dulphy, qui est hématologue aussi à Saint-Louis, qui prépare d'ailleurs actuellement un atelier thérapeutique, d'éducation thérapeutique qui l'animera. Et je vous rappelle également qu'à la fermeture de cette webconférence, une enquête va s'ouvrir sur votre écran. Merci de prendre 2 minutes pour, y répondre et pour nous aider à nous améliorer. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.